Bonjour à toutes et à tous. Alors, aussi bien à titre personnel qu'en tant que directeur de la recherche à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, je suis ravi et surtout particulièrement honoré d'ouvrir ce colloque dédié à Édouard Glissant et à son œuvre tout à la fois majeure et singulière, le discours antillais, qui est paru pour sa première édition en 1981. Une œuvre qui fait quelque peu écho, tout en étant très différente, ne serait-ce que par son volume, à cette autre œuvre majeure d'un autre grand Martiniquais. Je veux parler du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, paru 30 ans plus tôt, en 1950. Mais je suis également enchanté d'avoir pu faire accueillir dans ce magnifique hall du 54 boulevard Raspail, lieu commun à la FMSH, à l'EHESS et à la 5e section de l'école pratique des hautes études, d'avoir pu faire accueillir cette magnifique exposition, installation, dédiée elle aussi à Édouard Glissant et au discours antillais, conçue et mise en forme par Sylvie Glissant et l'Institut du Tout-Monde. Elle restera en ce haut lieu des sciences humaines et sociales pendant 2 semaines, et je suis sûr qu'elle contribuera à leur embellissement, tout à la fois intellectuel, esthétique et poétique. C'est en tout cas dans cette perspective-là que j'ai conçu, pour ma part, le compagnonnage de la FMSH avec l'Institut du Tout-Monde, songeant que les sciences humaines et sociales avaient tout à gagner à puiser dans l'œuvre de Glissant, spécialement dans sa poétique de la relation et dans sa poétique du divers, surtout bien sûr par les temps qui courent. Permettez-moi d'ajouter que l'anthropologue que je suis par ailleurs, au-delà de mes fonctions à la FMSH, et particulièrement investi dans les études africaines depuis plus de 40 ans, permettez-moi donc d'ajouter que je m'intéresse depuis quelque temps à ce que j'appellerais volontiers la pensée caribéenne, qu'incarne au plus haut point Édouard Glissant, mais en étant lui-même, me semble-t-il, l'héritier et le continuateur d'autres grandes figures. Je songe à la toute première d'entre elles, à Edward Blyden, natif de Saint-Thomas, qui participa à sa manière au mouvement Back to Africa, lancé par l'American Colonization Society au milieu du 19e siècle, et qui créa le Liberia. Je songe à Henry Sylvester Williams, originaire de Trinidad, qui créa l'African Association et inventa au tournant du XXe siècle le mot de panafricanisme. Je pourrais citer bien d'autres figures caribéennes, en ténor Firmin de Haïti, Marcus Garvey de la Jamaïque, Georges Padmore de Trinidad, Cyril Lionel Robert James, également de Trinidad, auteur du célèbre ouvrage Les Jacobins noirs. Et dois-je ajouter, bien sûr, Frantz Fanon et bien sûr, et à nouveau, Aimé Césaire, sans compter tous ceux comme René Depestre, que je n'ai pas mentionnés. Sur plus d'un siècle et demi, il y a là le développement d'une pensée qui, à partir d'une expérience, d'une condition historique singulière, celle de l'assujettissement, celle de l'esclavage, celle du système des plantations, bien sûr celle de la colonisation plus généralement, le développement d'une pensée qui s'est tournée tout particulièrement vers l'Afrique et qui, comme l'a fortement dit le grand philosophe congolais Vumbi Yoka Mudimbe, l'a d'une certaine façon inventé. Mais plus que le développement d'une pensée, il s'est agi là du développement d'une véritable cosmopolitique, d'un espace de circulation intellectuelle et d'activité militante et pratique qui constitue, à n'en pas douter, une véritable leçon pour interpréter le monde aujourd'hui et possiblement agir sur lui. Leçon, oserais-je dire, de générosité, d'accueil de l'altérité, leçon aussi de lucidité et d'examen critique à des fins d'émancipation qui sont précisément l'une et l'autre au plus haut point au travail dans les œuvres d'Édouard Glissant, et tout spécialement dans le discours antillais. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite à tous un très bon colloque et bien sûr, à partir de ce soir à 18h, une très bonne visite de cette exposition et installation. Merci. Merci à vous.
d'abord, évidemment, un immense merci à Jean-Pierre Dauzon pour de nous accueillir. C'est vrai que c'était pas évident quand on en a parlé il y a déjà quelque temps. Et j'ai toujours dit, ça fait longtemps que je dis, oui, il faut qu'on fasse quelque chose sur le discours antillais, qu'on fasse un colloque. Je ne pensais pas du tout qu'on allait faire un colloque aussi important. Enfin, 4 jours, c'était pas du tout voilà, mon objectif au départ. Et puis finalement, on a eu tellement je sais pas, de contributeurs, d'intervenants qui voulaient donc être là. Et je pense que effectivement, la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme est vraiment un lieu important pour le discours antillais, qui d'ailleurs, quand Édouard c'était sa thèse de doctorat, le discours antillais. Et quand on a dû qualifier cette thèse, on ne savait pas trop. On a dit, bon, est-ce que c'est une thèse de philosophie? Non, pas vraiment. Une thèse de sociologie, je sais pas vraiment, etc. Et à la fin, d'histoire, voilà, pas vraiment. Et à la fin, un des membres du jury a dit, non, mais c'est une thèse en anthropologie. Et donc, du coup, alors on a dit, ben, d'accord, ce sera une thèse en anthropologie. Et donc je trouve que c'est intéressant de faire ce premier. C'est une synthèse, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le premier colloque, je pense, qu'on fait sur le discours antillais. Voilà. Alors, je dois aussi remercier d'ailleurs la Maison de l'Amérique latine qui va nous accueillir pour les 2 prochains jours. Enfin, il y a aussi donc l'université de Cambridge et le collège de Magdalene. Il y a l'université des Antilles et donc Dominique Aurélia est là pour la représenter. Qui donc organisera aussi un colloque en Martinique le 5 novembre et le 6 novembre en Guadeloupe. Et l'université de Cambridge organise le colloque autour du discours antillais le 15 juin. Je remercie aussi la Society of French Studies, l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et je remercie Tiffaine Samoyau d'être là avec nous, le ministère de l'Outre-mer qui nous soutient, la mairie de Paris, la BNF, qui, comme vous le savez certainement, donc, a accueilli donc, les archives d'Édouard Glissant. Et je pense que Madame Lebras sera ici aujourd'hui. Les éditions Gallimard, qui nous ont autorisé à reproduire toutes les citations que vous allez voir, j'espère, ce soir à 18h dans cette exposition. Je remercie d'ailleurs Rudy Bord qui s'est chargé de concevoir cette interprétation typographique du discours antillais, de le traverser. La Library of Glissant Studies et le site officiel edouardglissant.fr. Voilà. Et puis je remercie évidemment l'équipe de l'Institut du Tout-Monde, particulièrement Loïc Séry qui vraiment a travaillé nuit et jour depuis, depuis longtemps. Et on n'aurait vraiment pas pu faire ce colloque sans lui, ça c'est certain. Et voilà, alors, je sais, bon, si vous voulez, pour moi, présenter le discours antillais, évidemment, c'est compliqué. Donc, enfin, ce que je voulais dire, peut-être au début, c'est que le discours antillais a été publié en 1981, comme vous le savez, et a quasiment été ignoré pendant 30 ans. Même si certaines références affleuraient de temps à autre dans les travaux universitaires, un peu partout. On le voyait aux États-Unis, évidemment ici aussi, mais aux Antilles. Et alors, en fait, on avait l'impression que, comment vous dire, effectivement, on en faisait référence de temps en temps, mais c'était un peu, comme on dit, selon l'expression en créole, en bas-feuille.
Vous voyez, c'était un peu comme ça, quoi. C'était vraiment, c'était pas vraiment. C'est-à-dire qu'on l'utilisait, on avait l'air de prélever beaucoup, souvent, mais on ne le citait pas. Enfin, la référence n'était absolument pas évidente. Édouard d'ailleurs disait mais que personne ne lisait d'ailleurs le discours antillais. Et il ajoutait encore moins en Martinique, qui est effectivement qui est le lieu même d'ailleurs de sa gestation et de son émergence. Et il ajoutait ensuite que les lecteurs seraient certainement à venir. Voilà. Alors, que dire du discours antillais? Bon, il semble que dès sa parution, le discours antillais a été considéré comme un objet tout à fait étrange, difficile à saisir. Je pense que sa forme fragmentaire déroutait et complexe. Donc pas de fil à suivre du début à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, le discours antillais, souvent, on l'ouvre. Enfin, c'est un livre qu'on peut ouvrir un peu à n'importe quelle page. Et je pense que ça fonctionne comme ça. Je pense qu'Édouard concevait beaucoup de ses livres comme ça, et notamment le dernier, l'anthologie poétique qu'il a faite, son dernier livre. C'est aussi c'est une anthologie qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page. Enfin, on n'est plus un peu au hasard. Et je pense que c'était cette matière comme ça qui est avec. Certes, lui, il y a mis un ordre, mais il n'y a pas de table des matières. Alors, je pense que c'est effectivement peut-être. Certes, il n'y a pas de fil à suivre, peut-être du début à la fin. La forme, c'est une forme éclatée qui produit très souvent une série de déflagrations dès qu'on l'approche. Hein. Alors, quel est ce discours dont on parle? À quel réel s'applique-t-il? Bon, je pense que, évidemment, tous les travaux que nous allons avoir pendant ces 4 jours vont tracer dedans, vont traverser et vont certainement nous donner un peu une idée de ce que c'est que ce discours. Ce discours antillais qui tente d'opérer un décodage du réel, un décodage qui apparemment n'était pas possible avant. On est d'ailleurs frappé par la puissance de cette saisie en diffraction entre spéculation intellectuelle et poésie, qui semble contenir toute l'œuvre d'Édouard Glissant, celle qui précède et celle qui a suivi. Alors, je pense que le caractère fragmentaire en fait, du discours antillais s'accorde assez bien aux rencontres, en tout cas de la matière même de son objet, de ses objets qu'il découvre, qu'il veut montrer certainement. Le discours est comme comme un sol à la matière composite, c'est un chaos. Je pense que pour entrer dans le discours antillais, il faut certainement le faire comme on entre dans un paysage, dans une forêt, mais il faut entrer en marronnage. Bon, évidemment, l'expression d'Édouard. Alors, ce rapport au paysage, je pense, est essentiel si on veut entrer dans le discours antillais. Il faut vraiment, je crois, qu'on pense qu'on entre vraiment dans le paysage qu'il a dessiné, si je peux dire, à main levée. C'est-à-dire un paysage où qu'il regarde à la fois, à l'horizon, si vous voulez, globalement, et en même temps, avec cette technique de la main levée où on peut arriver à saisir tous les éléments, à en voir les lignes, à les définir, à saisir à la fois la totalité
et le particulier des objets, et à les comprendre et à les... Voilà, enfin bon, je m'exprime mal, voilà. Non, mais et alors, je me suis un petit peu, en relisant le discours antillais, je pense que ce qui m'a frappé, c'est l'importance. Évidemment, il convoque donc beaucoup de gens dans le discours antillais. Hein. D'abord, ça part d'une œuvre aussi, d'une analyse collective, d'une œuvre collective. Il faut voir que Édouard a travaillé pendant 10 ans à la Martinique avec les groupes de recherche de l'Institut Martiniquais d'études. Il a fait d'ailleurs il a créé une revue qui s'appelle Acoma, très importante, qui recueille d'ailleurs tous ses travaux. Vraiment, le discours antillais émane de ces travaux-là, de cette recherche pendant 10 ans, mais collective. Il a fait venir, d'ailleurs en Martinique, donc beaucoup de gens aussi. Hein. Il a travaillé évidemment avec les personnes qui étaient en Martinique, tous les professeurs, des étudiants, des artistes. Et il a fait venir aussi des amis artistes. Alors j'avais juste relevé par rapport à cette importance du paysage et de ce qu'il contient, parce qu'il contient tout en fait finalement, à la fois de cette poétique et à la fois de ces objets qu'il essaie de prélever, d'exhumer pour les montrer, qu'on n'a jamais vu avant certainement. Alors je voulais juste en fait terminer tout simplement par juste quelques citations, 2 ou 3 citations qui vont juste montrer un petit peu ce rapport de ces œuvres, de ces artistes à ce paysage. Et voilà. Alors je mets... mais nous ne clamons pas la stature irrémédiable d'un arbre seul. Nous louons cette forêt qui est parole. La sculpture de Cardenas n'est pas un cri, c'est discours. Incessant et délibéré, qui sans arrêt génère et à tout coup établit. Dans nos pays, et si loin que porte la chaleur, c'est profond, sans racines. Et il y a 2 autres artistes qui sont vraiment, je pense que lire le discours antillais à travers les œuvres de ces artistes est vraiment essentiel. Chez Wilfredo Lam, la poétique du paysage américain, accumulation, dilatation, charge du passé, relais africain, présence des totems et dessiné. C'est pour ça que je parlais de cette appréhension d'un paysage, une lecture qu'on doit faire peut-être à main levée, justement. Mata, donc cet autre peintre important, Mata figure les conflits ardents où la psyché des hommes se forge aujourd'hui. Peinture de la multiplicité, j'ose dire du multilinguisme. J'y ressens comme continuité visible le rapport du dehors-dedans, l'éblouissement de l'ici-ailleurs. Et il évoque très souvent les flamboyantes éruptions de Mata. Voilà, bon, je vais passer la parole tout de suite à Loïc, qui va avoir, lui, un discours beaucoup plus construit que le mien.